Nous sommes le 28 mai 1933, sur la plaine de Chanlieu, en lisière de la forêt de Compiègne. Ô passant, que si d'aventure tu promènes ici tes pas, arrête, ami, mets chapeau bas. Ici, pour la grande aventure, naquirent les chars de combat. Il ne faut pas oublier nos morts. Dire seulement leur nom, c'est les défendre, c'est les sauver. Camarades des chars d'assaut et blindés, quand vous vous retrouverez, parlez des morts. Parlez-en librement, sans tristesse, comme s'ils étaient encore vivants. Et conduits le soir, en arrivant au repos, retrouver leur sourire à l'entrée de nos baraques. Ils ne mourront pas tant que nous les aimerons. Beaucoup n'ont pas de tombe, qu'ils aient au moins nos cœurs. Au cœur de la Grande Guerre, le récit des origines des chars d'assaut. Mon général, quelle émotion tout à l'heure à l'inauguration de la stèle. Ce sont tant de souvenirs et tant de visages qui me revenaient à l'esprit. Je savais que cela serait bouleversant. Aussi, je vous suis reconnaissant d'avoir accepté de venir chez Madame la Comtesse pour ce moment plus détendu, loin de tout protocole. En 1917 et 1918, j'avais fait de ce château mon poste de commandement. Et la vie paisible du village, de votre paroisse, monsieur le curé, m'était d'un grand réconfort. Au cœur de cette guerre et des enjeux de la mise au point de nos chars. Les anciens du pays, vous voyez, toujours pressés, toujours soucieux, la canne à la main, le cigare aux lèvres. Le képi légèrement sur l'oreille. Oui, c'est ainsi qu'ils me voyaient. Et de mon côté, leur résignation, faite de sens du devoir et de bienveillance pour les leurs, leur résignation sollicitait mon admiration et me confortait dans mes engagements pour la patrie. Écoutez ces lignes de Charles Péguy, que la Grande Guerre avait déjà emportées avec lui quand nous nous sommes connus. Les soirs de victoire, on s'imagine qu'il n'y aura plus jamais, jamais, jamais de défaite. Et les soirs de défaite, on s'imagine qu'il n'y aura plus jamais, jamais, jamais de victoire. Mais quand on est un vieux soldat, Madame Jeanne, on sait ce qu'il en est. J'ai tant vu de défaites qui arrivaient près des victoires, et j'ai tant vu aussi de victoires qui arrivaient après des défaites, que je ne crois plus jamais que c'est fini. C'est exactement cela. On s'est battu pour une victoire. Et qu'en reste-t-il, sinon d'avoir surtout fait notre devoir? La victoire. La renommée. Je me demande parfois si ma plus grande victoire n'a pas été celle du combat qu'il m'a fallu porter contre ma hiérarchie et surtout contre l'administration pour imposer le char, et surtout le char léger, comme arme d'assaut. Nous sommes le 6 décembre 1915. J'ai envoyé de nombreux courriers au général Joffre afin de le convaincre de l'avenir militaire d'engins blindés et chenillés pour appuyer l'infanterie. Oui, mon cher colonel, nous savons tout cela. Votre insistance a eu raison du général. Et s'il ne peut vous recevoir, c'est en tant que chef d'état-major adjoint que je suis devant vous. Dites-moi donc un peu les grandes lignes de votre réflexion.
Quel contact avez-vous avec les industriels? Des contacts seulement informels en attendant le soutien officiel de l'état-major. Voyez Louis Renault au plus vite. Vous avez tout notre appui. Monsieur Renaud va vous recevoir. Mon cher ami, je comprends votre impatience. Mais nos concurrents sont déjà engagés dans des projets très avancés. Non, monsieur, leurs prototypes sont bien trop lourds. Ils manquent de puissance et d'agilité. J'étais, il y a 2 semaines, dans les bureaux de l'état-major. Et j'ai reçu toutes les garanties que l'armée sera derrière mon projet. Non, vraiment, je suis désolé. Nous sommes déjà trop investis dans la production de munitions. Monsieur le curé, nous revenons de Chanlieu. C'est la guerre, les Allemands sont là. Non, mes enfants, ce sont des Français. On installe un camp pour entraîner de nouvelles machines. Il ne sera pas prudent maintenant d'aller seul sur la plaine. Le 28 septembre 1916, le site de Chanlieu, retenu par le colonel Estienne pour y établir le premier camp d'instruction des chars, fut confirmé par le grand quartier général. Le camp de Chanlieu venait de naître. 2 jours plus tard, le colonel était nommé directeur de l'artillerie spéciale. L'AS sera le nom de ces unités blindées d'un nouveau genre. 1 mois plus tard, Estienne reçoit ses 2 étoiles de général de brigade. Quelles étaient les raisons du choix de Chanlieu? Proximité relative des secteurs du front où les chars pouvaient s'employer. Région isolée des grandes rocades, donc mieux préservée contre des curiosités trop intéressées. Camouflage au vu des avions ennemis. Mon général, ce camp est véritablement votre enfant. Vous l'avez rêvé et vous l'avez quelque peu imposé à votre hiérarchie. Monsieur le curé, pour tout vous dire, ce que j'ai obtenu ne me satisfait pas. Mon vrai projet sera de développer un char plus léger que les mastodontes que vous avez pu apercevoir là-haut. J'ai bon espoir d'ailleurs, car mon ami Louis Renault a finalement décidé en juillet dernier de me suivre et très vite, si l'administration le permet, nous passerons commande d'un nouveau char très innovant auprès de 16 usines. Pour tout cela, je vais fixer mon poste de commandement au château d'Orwy, dès le début de l'année prochaine. Tout va très vite, car à côté des entraînements et des rectificatifs mécaniques qui vont bon train à Chanlieu sur les modèles Schneider et Saint-Chamond, à côté de cette fourmilière militaire, Louis Renault vient en personne présenter le 14 mars 1917 un prototype fonctionnel devant une commission militaire à la tête de laquelle se trouve bien sûr le général Estienne.
Monsieur Renaud, nous avons bien reçu les nouveaux chars. Depuis avril, ils sont en essai intensif. Mais le compte n'y est pas. Nous attendions davantage de machines. La production prend du retard. J'en suis bien désolé, mais vos préconisations posent des problèmes à nos ingénieurs et nos moyens sont dépassés par la demande. Ceci dit, les prochains arrivages vont vous satisfaire. J'en suis sûr. Dieu vous entende. Monsieur le curé, monsieur le curé! Cette fois-ci, c'est la guerre. Nous avons reconnu les avions allemands. Et notre maître nous a dit que les troupes allemandes avancent dangereusement. C'est bien vrai, les enfants. Il faut prier le bon Dieu de nous protéger des combats. Oui, monsieur le curé. Il faut prier. Et faites prier ces enfants. Car cette année d'entraînement et de perfectionnement de notre artillerie spéciale pourrait être ruinée si notre camp était touché. Il nous faut vite réagir, mais sans compromettre les avancées techniques que notre camp a permis. Notre organisation militaire s'est aussi maintenant adaptée à la nouveauté de l'arme blindée. Et nous sommes constitués en bataillons. À quand l'épreuve du feu pour vos chers tanks chrono, mon général? Des chars, monsieur le curé, des chars. Laissez les tanks aux Anglais. Nous n'avons pas les mêmes concepts, ni les mêmes approches qu'eux. Nous ne cherchons pas à les copier. Pour l'épreuve du feu, elle sera toujours trop vite arrivée. C'était une question de semaines. Mais avant cette épreuve du feu, le camp de Chanlieu commença à être démantelé pour répondre à l'offensive ennemie. Ce qui avait été et restera à jamais le berceau des chars de combat voyait ces unités progressivement être projetées pour entrer dans la mêlée. En mai 1918, ce qui restait du camp reçut Georges Clemenceau, alors ministre de la Guerre et président du Conseil des ministres. Mon général, ce que vous avez réalisé ici m'impressionne. Est-ce que vos chars légers vont pouvoir être projetés sur la ligne de front? Oui, je sais que les bataillons sont prêts. Si les premières projections des chars Schneider et Saint-Chamond ont donné des résultats mitigés ces dernières semaines, je suis persuadé que le char léger Renault, lui, donnera entière satisfaction. C'est une question de jours alors. La bataille de l'Aisne va connaître une troisième phase. Et ce sera avec vos chars. Nous savons que lors de cette entrevue, les deux grands hommes, tous deux passionnés de culture grecque, ont évoqué la mort de Phocion, quand les mythes fondateurs rejoignent et façonnent la grande histoire, quand la culture de quelques-uns grandit l'humanité. Nos chars, c'est Phocion, qui, à la mort d'Alexandre, s'opposa au parti belliciste. Je comprends votre référence. L'homme du combat, mettre son expérience et son grand âge dans la balance pour éviter le pire. De la même manière, nos chars veulent contribuer
à arrêter ce carnage qui a trop duré. Mais seront-ils jugés comme Phocion, que l'Assemblée, que la démocratie condamna unanimement à mort pour, quelques années plus tard, lui accorder tous les honneurs posthumes? La morale et la guerre ne font pas bon ménage. Ils ne peuvent pourtant, dans notre monde, faire autrement que cohabiter. N'oublions pas Phocion. Vous savez, Monsieur le Président, que l'an passé, aux grandes heures de notre camp de Chanlieu, l'enceinte gallo-romaine qui était au cœur de notre dispositif fut le théâtre d'une mise en scène montée de toutes pièces par l'un de nos lieutenants, sous le titre « Non mais sans char ». Une pièce en 2 actes et 17 tableaux. Ce n'est pas une anecdote, mon général. C'est la grandeur de votre ouvrage militaire qui a puisé ses sources dans une culture qui transcende nos vies si fragiles et passagères. Le char Renault FT fut engagé pour la première fois le 31 mai 1918 à partir de Saint-Pierre-Aigle en direction de Ploisy-Chazelles pendant la 3e bataille de l'Aisne. Puis, il fut employé en formation de plus en plus nombreuse et de plus en plus efficace en compagnie des chars Schneider et Saint-Chamond restants. Et cela jusqu'à l'armistice du 11 novembre 1918. Le char Renault FT fut le char de combat le mieux conçu de toute la guerre, à la fois efficace, économique et adapté à la production industrielle de masse. Il joua un rôle prépondérant dans les offensives de 1918, au cours desquelles il reçut le nom populaire de char de la victoire. Mon général, la postérité vous désigne déjà comme le père des chars. C'est ainsi que l'on parlait de vous tout à l'heure au monument de Chanlieu. Du char Renault FT surtout. Le char de la victoire. Oui, la victoire. Vous citiez Charles Péguy, monsieur le curé, tout à l'heure. Écoutez cela. Étoile de la mer, voici la lourde nappe, et la profonde houle et l'océan des blés. Et la mouvante écume et nos greniers comblés. Voici votre regard sur cette immense chape, et voici votre voix sur cette lourde plaine. Et nos amis absents et nos cœurs dépeuplés, et voici l'océan de notre immense peine.
Et le poète de continuer. 2000 ans de labeur ont fait de cette terre un réservoir sans fin pour les âges nouveaux. 1000 ans de votre grâce ont fait de ces travaux un reposoir sans fin pour l'âme solitaire. Oui, l'âme solitaire, ce doit être cet homme de chez nous. Cet homme de chez nous, c'est vous, mon général. Cet homme de chez nous, qui de la glèbe féconde a fait jaillir ici d'un seul enlèvement et d'une seule source et d'un seul portement, vers votre assomption de la flèche unique au monde. Peggy parle ici de la cathédrale de Chartres, celle qui guide le pèlerin et qui sauve les âmes. Oui, de la glèbe de Chanlieu, nous avons fait jaillir notre humble cathédrale. Nous avons fait naître la cavalerie des temps modernes. Nous avons donné à la France des armes et des lois. Nous avons donné à la France une nouvelle tradition militaire. La cavalerie blindée. L'arme blindée comme un monument de fer et de feu. Comme monument surtout du sacrifice de nos hommes. Et pour le reste, nous ne savons qu'une chose. Monsieur le curé, Madame la comtesse, par Saint-Georges, vive la cavalerie! Vive la cavalerie!